Il y a quelques heures de cela, au moment où je tourne ces images, Sony nous a gratifié d'une petite vidéo que j'ai sous les yeux, dans laquelle un de ses ingénieurs en chef procède au démontage intégral d'une PlayStation 5. Bon, c'est quelque chose que j'aurais pu vous proposer si j'en avais eu une. Et cette vidéo nous permet donc d'en apprendre beaucoup plus sur son hardware. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de visionner ensemble les séquences que je trouve les plus intéressantes et de vous faire part de mon analyse. Allons-y. Bon, la première chose qui me frappe en la découvrant, c'est sa taille. Elle mesure 39 cm de haut, c'est 8 de plus que la PS4, sur 26 de large, et c'est pas un hasard s'ils ont choisi de placer toute l'électronique dans un tel volume, parce que vu les perfs de la machine, il me paraît évident que cette électronique va engendrer beaucoup de dissipation thermique. On voit d'ailleurs que l'aspiration se fait ici par l'avant et est éjectée par l'arrière. Au niveau de la connectique, c'est relativement classique. On a 4 ports USB, un type C et 3 type A, dont un en 2.0 et 2 en 3.0. Un connecteur RJ45 Ethernet, un connecteur HDMI 2.1 et un connecteur d'Alim Sector. Bon, je passe rapidement sur la base ronde qui supporte la console verticalement. Je constate juste qu'ils ont prévu de pouvoir la retirer facilement dans le cas où on souhaiterait la placer horizontalement. Et elle pourra même se clipser à l'arrière pour ne pas la perdre. Les panneaux latéraux blancs seront donc a priori faciles à retirer, et une fois qu'on les retire, on découvre le ventilateur central qui me semble être assez massif. Ça serait intéressant de mesurer d'ailleurs avec un décibelmètre la nuisance sonore qu'il engendre à pleine vitesse. Mais bon, je suppose que Sony a fait en sorte de maîtriser ça. On peut constater qu'il traverse le corps de la console pour permettre une aspiration de l'air par les deux côtés. Et a priori, ils ont placé des récupérateurs de poussière qui pourront être aspirés facilement avec un aspirateur. C'est aussi sans doute pour ça qu'ils ont fait en sorte que les panneaux blancs puissent se déclipser sans difficulté. Ensuite, on découvre l'emplacement d'une extension de stockage sous la petite trappe qui permet l'ajout d'un disque SSD spécifique en M.2 compatible PCI Express 4. Alors, j'ai pas trouvé d'infos sur les modèles ou les marques validées par Sony, mais j'imagine qu'on pourra pas mettre n'importe quel type de SSD M.2. Et là, c'est intéressant parce que à partir du moment où notre ingénieur retire le scotch de garantie, c'est que tout ce qui va être montré désormais n'est pas censé être accessible par l'utilisateur lambda, sauf si ça ne le dérange pas de bousiller sa garantie, quoi. On commence par le lecteur de disque Blu-ray Ultra HD qui est donc capable de lire aussi les Blu-ray 4K. Alors, pas grand chose à dire à son sujet, si ce n'est qu'il semble utiliser un mécanisme simple pour amortir les vibrations et les chocs jusqu'à un certain point. Je sais pas si c'était pas déjà le cas sur la PS4 d'ailleurs. On est maintenant au niveau des antennes Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6. Il retire ensuite le blindage en aluminium qui recouvre bien entendu toute la surface de la carte mère, aussi bien au-dessus qu'en dessous, et qui permet à la fois de protéger la circuiterie des perturbations électromagnétiques externes et aussi d'assurer un rôle de dissipateur de chaleur pour certains des circuits intégrés qui sont plaqués contre ce blindage. Sous cette partie métallique se trouve bien entendu le système on chip, et ce qu'il dévisse là, c'est le support qui le maintient plaqué contre le dissipateur de chaleur situé de l'autre côté et qu'on devrait voir un petit peu plus tard. Au niveau de la carte mère, elle est plutôt imposante comme on pouvait s'y attendre. Alors, au centre, on a le composant principal, c'est un circuit intégré fabriqué par AMD, gravé en 7 nanomètres. Il est à la fois le CPU et le GPU. Le CPU est cadencé à 3,5 GHz et architecturé Ryzen Zen 2, qui est utilisé dans les processeurs Ryzen pour les PC et les serveurs. Et il dispose de 8 cœurs physiques. Quant au GPU, il est en architecture RDNA 2 et cadencé à 2,2 GHz avec un support hardware pour le ray tracing. Donc oui, dans l'absolu, c'est une belle bête de course. Et même si on ne connaît pas son enveloppe thermique, je suppose qu'elle se situe autour des 65 watts. Et vous pouvez observer la multitude de réseaux de condensateurs céramiques de découplage. Mais là où ils innovent un peu, c'est au niveau de la conduction thermique entre la surface du processeur et le dissipateur de chaleur. Là, ça n'est même pas de la pâte thermique qui est utilisée, mais un métal liquide qui ne se dégradera pas avec le temps et qui devrait donc assurer une homogénéité sur le long terme. Bon, il ne précise pas de quel type de matériau il s'agit, mais j'avoue que je suis agréablement surpris de ce choix technologique sur un appareil aussi grand public.
Et je pense qu'ils vont faire des envieux chez d'autres fabricants. Alors maintenant, au niveau de la mémoire RAM, on trouve 16 Go en GDDR6 sur un bus de 256 bits. Et ces 16 Go sont répartis en 8 boîtiers pour une bande passante de 448 Go par seconde, ce qui est quand même assez raisonnable. Au niveau du stockage en SSD, il y a 6 boîtiers de mémoire NAND, 3 sur chaque face de la carte mère, avec une capacité totale de 825 Go, ce qui sous-entendrait que la capacité de stockage est volontairement limitée par Sony parce que 825 divisé par 6, ça fait 137,5 Go, ce qui est inférieur à la capacité totale de chacun de ces boîtiers. Et pour gérer ce stockage, ils utilisent un contrôleur spécifique qui peut adresser jusqu'à 5,5 Go par seconde en lecture brute. Alors difficile de dire s'il est fabriqué par Sony ou si c'est une commande passée par un spécialiste tel que Marvell, SanDisk ou autre. Par contre là, question évolutivité, c'est mort parce que les boîtiers sont directement soudés à la carte mère. Ensuite, on a le très imposant dissipateur de chaleur qui contient aussi un caloduc, sans surprise parce que c'était déjà le cas sur les PS3 et les PS4. En tout cas, le message de Sony est plutôt clair, le système de refroidissement aura été une priorité dans le développement de cette console. Franchement, j'ose espérer pour Microsoft qu'ils n'auront pas non plus pris ça à la légère parce que la comparaison va être sévère. Et on finit par le bloc contenant l'alimentation à découpage qui devrait être en mesure de fournir jusqu'à 350 watts et en théorie un rendement assez optimal. Sinon, voilà ce que je peux dire d'autre par rapport à la carte mère en faisant quelques arrêts sur image. La sortie du bloc d'alim est au niveau de ce connecteur et doit probablement fournir du 12 volts à la carte mère. Ces modules 6 sont des convertisseurs continu-continu qui transforment ce 12 volts en plusieurs rails de tension pour le CPU et les autres principaux circuits intégrés. Et je pense que le contrôleur d'alimentation est ce boîtier QFP. Il est probable que ce module 6 soit le processeur de son avec son système d'amplification. Je distingue ici la mémoire flash qui doit très certainement contenir le logiciel et les données du contrôleur SSD. On a ici le module Wi-Fi plus Bluetooth. On voit ici une pile lithium de type CR2032, le contrôleur HDMI ici, le transformateur magnétique Ethernet est ici et les deux petits contrôleurs USB sont là. La nappe flexible du lecteur Blu-ray est ici et le slot pour l'unité de stockage optionnelle M.2 est là. Et d'ailleurs selon moi, son contrôleur semble être précisément ici. Voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à cette vidéo de Sony qui, je trouve, est plutôt une bonne initiative de leur part et qui montre en tout cas qu'ils n'ont rien à cacher. Tout du moins en surface. Et d'ailleurs, si jamais Microsoft France tombait sur cette vidéo et qu'ils acceptent de m'envoyer une de leur Xbox Series X, je me ferai un plaisir d'en faire le décortiquage avec la plus grande objectivité, en allant peut-être quand même un petit peu plus loin que cet ingénieur de chez Sony, mais je doute qu'ils accepteraient de se prêter à ce petit jeu parce que je pense qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à y gagner. Mais bon, sait-on jamais. En tout cas, cette PS5 m'a l'air plutôt bien armée pour tenir dans le temps. Bon, il ne faut pas oublier que la version qui était montrée là, c'est celle à 499 €. Mais très franchement, sa qualité de fabrication est assez irréprochable. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.